abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je voudrais, dans le sillage des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais, dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les geôles du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus dits politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Oumar Diagne, et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Monsieur le Président Ousmane Sonko, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition Sonko président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès, que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mambakirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous fédère aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Et ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison.
Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en 3 clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits sur le fichier n'y étaient pas, c'est quelque chose de particulièrement écœurant. Et j'y reviendrai tout à l'heure, nous devons tous nous dresser pour qu'on puisse dire au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous, je suis un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient, si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire qu'il faut qu'il y ait des discussions. On m'avait dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi, en toute responsabilité, donné votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky Sall, en plein Covid, a décidé d'aller à Kaffrine, répandant en plus le Covid-2, et à Matam, au Fouta, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Le résultat, on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit?
ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars? Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste 2 ans. Et que ces 2 ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a une autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles et à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Je dis que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h, à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après ça en était pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure vous concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Nous avons le portable. Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de Pastef qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin au leader, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes un Joola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste, j'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'aviez dit de ne pas parler de Amadou Ba. Mais comme généralement je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je
crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Amadou Ba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wale Djoubodjan et Eliman Pouy et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadou Ba décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadou Ba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG africano-américain là, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadou Ba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadou Ba, personnellement, j'en veux pas. Je vous parle d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave nous concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'alors Abdoulaye Diallo qui avait dit si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister au syndicat et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, je n'ai pas reçu
On l'a interpellé, il a dit j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demandez aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la GPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit non, personne ne va mourir, parce que si même je n'étais pas là, vous devez être en mesure de continuer le projet. Et il y a eu chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, ce n'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vous. L'important, ce n'est pas vous. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés, pendant qu'on nous avait mis toutes les restrictions à Saint-Denis, qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique, pour citer mon cas. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de nos souverainetés, et surtout particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le sillage de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention, parce que j'ai été kidnappé à la sortie de mon bureau à 22h illégale d'arrestation. Le 14 avril 2023. J'ai fait 11 mois jour pour jour. Et hier, 1 mois, 15 jours hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant on va réduire tes visites, mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique. Mais comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il appelle au téléphone? J'ai un directeur de campagne, j'ai un mandataire auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un autre représentant auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un porte-parole, j'ai des leaders dans ma coalition, j'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour étoffer ma coalition. Vous me dites que je ne parlerai pas de politique. Je parle de quoi alors? Non, si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont, on vous donne le téléphone, mais à défaut, on ne vous donne plus le téléphone. La seule option sur laquelle vous avez une maîtrise,
c'est de ne pas me donner un téléphone. Et si vous me donnez un téléphone, je parlerai de ce qui m'intéresse actuellement, et c'est ma candidature, et c'est une activité politique, parce que je suis là pour des motifs politiques. Donc, il y a des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement, comme on l'avait fait en 2019, discuter à bâton rompu entre vous, le candidat que je suis, d'autres personnes et même les leaders, pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité. Mais sur le plan de l'idée générale, compte non tenu de toutes contraintes qui peuvent intervenir ultérieurement ou dans le processus, je pense qu'on est sur la même ligne directrice sur laquelle nous voguons depuis notre entrée en politique. Et c'est quelque chose que nous partageons, je crois que dans notre large majorité, avec les leaders qui sont de ce bord-là, qui sont d'autres bords politiques, et qui partagent le même idéal démocratique que nous, et le même idéal souverainiste que nous. J'ai entendu des gens se dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne parle pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue. Quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Les deux politiques que mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF. Parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était pas encore en politique. Donc, ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui, de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution de 2001 même procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait. Donc il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de nous délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République.
donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'on veut concentrer plus que ce qu'elle ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas de doyen Habib et du président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Les autres aspects, c'est aussi le foncier, où on a eu une commission nationale de réforme foncière, où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. On ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne, qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement, mais c'est cette réforme foncière-là qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, et vous l'avez déjà annoncé dans votre livre Solutions pour un Sénégal nouveau, à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui a réussi un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays aussi. Et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays, pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour qu'on ait une justice véritable dans ce pays-là. Il y a un autre point, et c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire des tours sur certains aspects du programme. C'est le point qui a trait à l'hydraulique rurale. Moi, je le sais pour l'avoir vécu. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas de robinet chez nous. J'étais à l'ENA. On a pris notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université. Et à un moment donné, on nous a payé d'un coup. J'ai pris ça, je suis allé creuser pour avoir un robinet chez nous. Et à partir de ce robinet-là, d'autres ménages qui n'avaient même pas ces ressources-là se sont branchés. Ils ont eu accès à l'eau potable, qui leur évite énormément de maladies. Mais depuis qu'on a fait les délégations spéciales sur l'eau, moi je paye plus d'eau dans la facture au village que ce que je paye à Dakar. Alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages là qui sont totalement paupérisés. Donc il nous faut aussi revoir
la gestion de l'hydraulique rurale, parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de souffrir terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous avez vu. Je sais que vous en êtes d'ardents défenseurs parce que de la prison, j'ai pu suivre vos débats. Pas plus tard, avant-hier, je suivais avec délectation Abdourahmane Diouf, le président Abdourahmane Diouf, plus El Malick Ndiaye. Et hier, avant de sortir, on avait déjà commencé à regarder notre doyenne Aïda Mbodj et le doyen Habib Sy. Et je vois que partout, vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme-là. Et cela atteste simplement d'un fait, pour conclure, c'est que nous tenons tous sur la même corde. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir du Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ces enfants par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. Je vous remercie. Dixième édition Prophète Mohammed Day in America, samedi le 20 avril 2024 ci New York. ngën ji mbindeef yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci bésu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon àdduna ci calendrier bi ànd ak jant bi. bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ak mboolem jullit yi di amal at mu jot ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bésub jullit yépp ñu ci woo jullit yépp di ci woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di ci woo mboolem daayira yi di ci woo association yi ak mboolem communauté religieuse yi nekk ci États-Unis d'Amérique. Prophet Muhammad Day in America ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York 740 Delafield Avenue Staten Island New York. Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mboolem jullit yi.